Bonsoir à tous, je suis Serge Alain Autou sur le plateau Equinox ce soir. Bienvenue une fois de plus sur ce rendez-vous quotidien. 1850 morts et 530 000 déplacés internes. Voilà quelques chiffres actualisés de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Selon le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale International Crisis Group, publié hier 2 mai, ce document de 47 pages intitulé Crise anglophone au Cameroun, comment arriver au pourparler, n'épargne aucun des belligérants. Après 20 mois d'affrontements, l'organisation dont la mission est de prévenir et de résoudre les conflits meurtriers constate malheureusement que les différentes parties campent sur leur position. Elle propose de ce fait l'instauration d'un climat de confiance pour une résolution définitive du conflit. L'ONG pense que chacun des belligérants devrait mettre un peu d'eau dans son vin. Pour International Crisis Group, des concessions de la part du gouvernement ainsi que de la part des séparatistes restent le commencement de la résolution de cette crise. C'est toute chose qui ouvrira les portes à des discussions préparatoires à l'extérieur du Cameroun cette fois-ci. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, un autre rapport qui accable le Cameroun. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, un autre rapport qui accable le Cameroun. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Valérie Mandingue. Bonsoir Valérie. Bonsoir Serge, bonsoir à l'ensemble des panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Voilà Valérie, vous êtes un habitué de ce plateau, bienvenue une fois de plus. Merci. En face de vous, Jodel Caillot. Jodel, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et une pensée pour les journalistes. Aujourd'hui c'est le 3 mai et je suis journaliste. Je pratique ce métier depuis 10 ans et c'est avec beaucoup d'amertume que je constate que les choses n'avancent pas, que ça piétine. Mais à tous ceux qui ont le courage ou ceux qui ont la bravoure de continuer ce métier, de persévérer dedans, tous mes encouragements et voilà, qu'on ne baisse pas les bras, c'est pas facile mais on est là. Ok, vous êtes là. Un autre journaliste sur ce plateau, Jean-Baptiste Ketchatin. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Serge. Je suis là en tant que représentant du Manidem. Oui. Et un autre journaliste, je n'ai pas fini. Vous êtes secrétaire à l'organisation du Manidem. C'est bien cela? C'est bien ça. Voilà, bienvenue une fois de plus, Jean-Baptiste Ketchatin. Merci. Sur ce plateau également, Paulin Kemdjo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir aux autres panélistes. Merci pour l'invitation. Peut-être on est juste après la fête du travail. Permettez-moi d'adresser une bonne fête de travail à une femme exceptionnelle, notre leader Adouala Premier, celle que le Cameroun et toute la communauté internationale a découvert, celle qu'on reconnaît comme la princesse de la résistance. En fait, quand je dis bonne fête du travail, c'est parce que peut-être les gens ne le visualisent pas. L'activisme dans lequel le MRC et cette femme se sont engagés, c'est un travail pour la restauration et la prospérité du Cameroun. C'est un travail bénévole, mais c'est un travail ô combien patriotique. Et il est important de le dire parce que des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous voulez parler de Maître Michel Ndoki? Bien entendu, je veux parler de Maître Michel Ndoki et je voudrais lui dire que toute l'équipe qu'elle a laissée en place est au travail et qu'elle nous inspire chaque jour, même étant loin. Ok. Voilà, je commence avec vous, Valérie Mandingue. Vous avez lu ce rapport. Est-ce que, après la lecture de ce rapport, on peut dire que International Crisis Group fait preuve de partialité, comme c'est très souvent le discours? Écoutez, monsieur Serge Autou, comme vous et beaucoup d'autres Camerounais, j'ai parcouru ce rapport. Oui. Qu'il me soit déjà donné ici l'occasion par le canal de l'exposition d'Equinox Télé de rendre un hommage fort, sincère et humble à l'ensemble de nos forces de sécurité. Il vous souvient très bien que la semaine passée,
un gendarme du contingent 2017, a été enlevé de retour d'une permission et s'est fait décapiter. Je pense que vous avez suffisamment relayé cette info, ce drame, parce que autant les forces de sécurité de notre pays ont vécu ce drame comme un deuil, parce que lorsqu'un soldat tombe, c'est la nation qui est en deuil. Je ne parle pas encore de la famille nucléaire de ce soldat. Et dans la foulée, nous avons eu au niveau du nord-ouest, aussi ça a été relayé, ci et là, un jeune entrepreneur qui, du fait de n'avoir pas payé ce qu'ils appellent les impôts, vous savez très bien de qui je parle, s'est vu aussi décapité. Je pense que à partir de ceci, nous ne pouvons que déjà nous incliner. Parce que quand vous avez des jeunes comme ceux de 2017, et j'en ai dans ma famille, qui se sont engagés à servir leur nation, qui se sont engagés à protéger leur patrie, et qui du jour au lendemain arrivent jusqu'à l'élimination physique, vous comprenez que nous sommes réellement attaqués, notre pays est attaqué. Pour revenir donc au rapport suscité au début, à l'entame de l'émission, nous sommes, quand je dis nous, c'est le RDPC, nous sommes dans un constat qui est froid. C'est que pratiquement depuis un an et demi, nous avons comme ça une kyrielle de rapports qui est faite par des organisations non gouvernementales qui trahissent un esprit ou bien qui trahissent un parti pris flagrant. On ne peut pas avoir un pays qui est attaqué. Vous n'allez pas me dire un seul instant que pour juguler la crise du Biafra, le Nigeria a eu besoin d'un dialogue inclusif. Vous n'allez pas me dire ici que pour empêcher les velléités indépendantistes catalans, les Espagnols ont eu besoin de faire une grande conférence nationale. Non, il y a un cadre dans lequel les choses doivent se faire. Donc, ce rapport, qui est un rapport de plus, qui est un énième rapport, effectivement, qui tire, comme on peut le dire à suffisance à boulet rouge, nous démontre simplement que déjà de ceux qui financent même ces organisations, nous démontre que nous sommes ici en face des organisations qui ont un calendrier déjà bien établi. Nous savons que chaque fois qu'il doit avoir une descente, ou bien, comme certains le disent, une descente impérialiste, il faut nécessairement conjuguer les efforts humanitaires pour dire que, ok, comme c'est dans le nord-ouest et le sud-ouest, il faut absolument s'y attaquer parce que l'État n'arrive pas. Mais non, il y a une conjonction de facteurs qui font qu'aujourd'hui, l'État a posé les bases. L'État du Cameroun, à travers le président de la République, a posé les bases d'un retour à la normale. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui s'est créée. Il vous souvient que ça ne fait pas longtemps, le leader d'un parti politique, le SDF en l'occurrence, s'est lui-même retrouvé entre les mailles de ces groupes de mercenaires et de maquisards. Lui qui disait encore il y a 1 an et demi que s'il était jeune, il repartira en brousse. Donc c'est pour dire l'état de gravité. Aujourd'hui, nous devons tous être sincères. Moi, je me souviens, Serge Alliot, pour chuter, vous vous souvenez lors des attaques du Bataclan, vous avez vu le président Hollande avec l'ensemble de la classe politique française, c'est-à-dire opposition et majorité présidentielle. Quand le pays est attaqué, nous ne pouvons pas faire du griotisme politique en pensant que nous allons avoir des bénéfices comme un certain nombre de partis politiques aujourd'hui. Vous venez de dire qu'on a vu le président Mitterrand, le président Hollande avec l'opposition et tout ça. Oui, oui, main dans la main. Et pourquoi ça ne se fait pas ici? Il y a un cadre qui a été fait, il y a un cadre qui a été mis en place. Aujourd'hui, l'opposition, aujourd'hui dans notre pays, a un rôle. Ce rôle, c'est de dénoncer. Parce que lorsque on ne dénonce pas, on dénonce. Vous permettez, le président Hollande a pensé qu'il vous permettez, il y a un ensemble de... C'est vous-même qui avez ouvert cette brèche. Hein, non, ce n'est pas une brèche. Ce n'est pas une brèche. Ce n'est pas une brèche. On va s'accrocher là-dessus, hein, Valérie. Non, vous ne pouvez pas vous accrocher. Non, on va s'accrocher là. Non, vous ne pouvez pas vous accrocher. Le problème, c'était le cardinal, les évêques. Lequel? Qui pense que le président Biya n'arrive pas, ne reçoit pas. Que le président ne les reçoit pas. Oui. C'est un avis à eux. Qu'est-ce que vous voulez? Le président a posé les bases, monsieur Otto. À partir du moment où le président demande, met en place une structure de démobilisation, met en place une structure de réinsertion. Les fruits sont là. Ah bon? Je pense que pas plus tard que mardi de cette semaine,
sur un certain nombre de plateaux, on a relayé un certain nombre de chefs de gang qui se sont rendus promptement. Il y a aujourd'hui un certain protocole qui est mis en place, non seulement par la gendarmerie, mais les forces de sécurité, qui permettent à ce que les jeunes qui ont été déviés vers ce chemin à travers cette diaspora installée aux États-Unis puissent se remettre socialement en place. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Le problème ici maintenant, c'est que nous avons un certain nombre d'acteurs qui, par hypocrisie ou bien qui, par lâcheté, ont pensé que cette crise sécuritaire qui a lieu actuellement dans les deux régions, il ne suffit pas de dire nord et sud-ouest, nous avons aussi l'extrême nord qui est aussi attaqué, qui aujourd'hui n'ont pas joué franc jeu et se rendent compte que c'est un boomerang. Que le chairman en personne se fasse enlever, ça pose un questionnement. Ça veut dire que ce qui arrive à X va arriver à Y si nous ne mettons pas les gens en place pour pouvoir protéger notre nation. Jodel Kayo, vous avez lu ce rapport. Il y a d'abord le premier aspect, c'est ce qu'ils ont appelé la mise en confiance. Mise en confiance. Effectivement, on ne sait pas trop. Avant les discussions préparatoires, comme eux-mêmes ont dit, la mise en confiance, ils interpellent le gouvernement, ils interpellent les forces séparatistes. Évidemment, nous sommes où actuellement, on ne sait pas où se situe effectivement qui est belligérant, qui ne l'est pas, qui est séparatiste, qui est anglophone, qui est porte-parole, qui est membre de la commission. Il y a tout un capharnaüm qui est autour de toute cette situation, qui est de plus en plus critique. Je voudrais revenir en disant que, en termes d'enquête, il ne faut jamais simplifier les chiffres. Parce qu'il est en train de battre en brèche ces révélations basées sur des chiffres. Quand on parle de 530 000 déplacés, 530 000 déplacés. 1850 morts. Je m'arrête aux déplacés. Oui. Les morts, il en a longuement fait hommage. Je m'adresse à ces déplacés, ceux qui vivent aujourd'hui dans la crise. Excusez-moi, mes activités journalistiques aujourd'hui se limitent dans la région de l'Ouest. Tout récemment, j'ai fait un reportage sur ces déplacés. Parce que c'est trop facile de dire qu'il y a des morts. Les morts aujourd'hui ne sont plus là, mais ces déplacés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en divagation. On ne sait pas par quel bout tenir. Ce rapport peut peut-être ouvrir les yeux. Peut-être qu'on ne se penche pas sur le vrai angle, comme on le dit dans notre jargon. Peut-être qu'on ne sait même pas par quel bout tenir. Il faut commencer quelque part et être lucide. C'est ça, être lucide. Il faut que les gens, s'il y a un baume pour nettoyer, je ne sais pas quoi, qu'on pose les problèmes fondamentaux. Cela a commencé où? J'ai comme l'impression qu'on avance tellement dans ce problème qu'on oublie où cela a commencé. Cela a commencé où? On est parti de quoi? On est parti des querelles corporatistes, des revendications corporatistes. On est arrivé à des sécessionnistes. Et aujourd'hui, ces sécessionnistes, s'il vous plaît, vivent avec des anglophones qui parfois ne sont pas dans les querelles, mais qui subissent. Ce sont eux, c'est quoi? C'est 130 000 personnes qui sont en divagation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord qu'on sache quel est le problème. C'est ça, c'est lucidité que l'ONG demande. Depuis d'abord, on n'a pas besoin d'être indépéciste, MSiste, malidémiste ou journaliste pour le savoir. Okay. On a regardé les rapports, on a lu, oui. Et on a vu que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà plus ou moins ici au Cameroun. Oui. C'est une ONG qui globalement est opposée aux intérêts du Cameroun. Je dis bien globalement. Oui. Et dans cette démarche d'opposition-là, elle rencontre ici des soutiens, aussi bien parmi des partis politiques, des associations de la société civile, mais qui sont des associations civiles à caractère et à intérêt politique, des personnalités, et elle les cite, je crois. Parce que quand une ONG qui n'a donc a priori aucun intérêt direct au Cameroun ose venir demander aux Camerounais de reconnaître qu'il y a un problème, de dire au président, que le président le reconnaisse. De dire ici, au président, le président dans un discours. Oui, que ce soit dans un discours ou sous une autre forme, c'est à la limite insultant. Il y a des morts. Ils comptent des morts par centaines ou par peut-être de milliers, comme on dit, comme ils disent. Le gouvernement reconnaît qu'il y a des morts. L'armée camerounaise est déployée là. Nous tous, nous souffrons de cette situation, plus ou moins. Parce que plus vous êtes proche du foyer de tension, plus vous souffrez. Et quelqu'un vient demander, reconnaissez qu'il y a un problème. Mais de quel problème il parle?
ICD. Il faut d'abord le savoir qui est ICD et de quel problème il parle. Lorsqu'on lit sa synthèse, on se rend compte qu'il dit que la crise a commencé en 2016. Oui. C'est archi faux. Lorsque les événements de 2016 commencent, les manifestations des avocats notamment et des enseignants, ce n'est que l'expression d'un très vieux problème, Oui. qui est même plus vieux que l'indépendance du Cameroun, de deux parties du Cameroun qui se sont retrouvés comme cela aurait dû l'être. Alors quand on vient en 2016 dire il faut que le président Biya reconnaisse qu'il existe une crise. Cette crise-là existait avant que Paul Biya soit président du Cameroun. Elle existait même avant qu'Aïdjo soit président du Cameroun. Mais il n'avait pas pris cette proportion. Donc parlons des proportions. Oui. Et disons pourquoi est-ce qu'en 2016 ça a dégénéré. Ils ne l'ont pas dit. Et c'est en ce sens-là que je trouve que ce n'est pas honnête d'apporter de tels rapports dans le débat. Oui. Et ensuite, ils disent il faut reconnaître, il faut autoriser la conférence générale anglophone. Oui. Mais c'est à peine croyable. Non, il demande de soutenir. De le soutenir. gouvernement doit soutenir la conférence générale anglophone. Qu'est-ce que soutenir la conférence générale anglophone? Ça signifie quoi concrètement? Accompagner le cardinal Toumi et les autres. Pourquoi faire? Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'initiative jusque-là. Non. Si le cardinal Toumi et les autres ont décidé de faire quelque chose, on demande de les accompagner. Nous ne disons pas que le cardinal Toumi n'a pas le droit d'exprimer son opinion, d'avoir des initiatives. Mais nous disons que le contenu de son initiative n'est pas bon. N'est pas bon, plutôt, puisque c'est le contenu. Oui. Vous ne pouvez Est-ce pas... que vous reprochez à la pas dans un pays aussi... Je m'en vais vous le dire. Oui. Vous ne pouvez pas dans un pays aussi fragilisé, où les gens datent la crise anglophone en 2016, alors que vous vous appelez Toumi, vous avez 80 ans, vous êtes un notable de la République, dit qu'il faut réunir les anglophones. C'est comme si les anglophones, en dehors du fait qu'ils sont anglophones, la langue qu'ils étudient à l'école, etc., il y a quelques différences avec la partie. C'était une catégorie extrêmement particulière de la population qui avait des problèmes tellement particuliers que pour que ces problèmes-là soient résolus, il faut d'abord leur demander. Mais tout le monde voit où est le problème. Le problème est venu d'une partie de nos compatriotes qui tronquent totalement l'histoire. Les gens qui demandent une fédération bipartite, Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Voilà les premiers. Les gens qui demandent la sécession, c'est eux qui ont mis le feu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Avant que ces gens-là n'interviennent, il y avait des grèves, il y avait des contestations, et tout se passait relativement, je dis bien relativement, assez bien. C'était supportable. Mais dès qu'ils sont entrés dans la danse, ça s'est gâté. Personne ne peut le contester. C'est devenu un conflit armé, c'est ce que vous voulez dire. C'est eux qui ont voulu... Temple 2017. Oui, nous le disons clairement et fermement. C'est ceux qui ont voulu parler de sécession, c'est ceux qui ont des idées de partition du Cameroun, y compris à partir du piège du fédéralisme à 2 États, ou même à 10 États, comme disait M. Moukete. C'est eux qui ont apporté la guerre. Ils disent que l'armée a tiré. Mais quand vous déclarez l'indépendance d'une partie du pays, quand vous demandez au sous-préfet de quitter les lieux, au commandant de brigade, à l'armée de quitter les lieux, vous vous attendez à quoi? Sincèrement, nous connaissons tous quel est l'environnement violent dans lequel nous nous trouvons. Pour une simple revendication, même de lycéens, vous pouvez avoir des blessés et vous pouvez même avoir des morts. Alors quand des individus se disant des responsables politiques disent nous allons déclarer l'indépendance d'une partie du pays, et ça de manière extrêmement lâche, parce que s'ils l'avaient fait en solo, s'ils avaient guidé leur mouvement, s'ils n'avaient pas profité de la revendication légitime des avocats, des enseignants, des mototaxis, des taxis et de toutes sortes de corporations qu'il y a dans la région, ça aurait été, au moins on aurait pu les respecter. Mais ils ont profité d'un moment de confusion pour s'introduire dans la danse. Alors, pour conclure au sujet de l'introduction, la demande de ICD, c'est quelque chose qu'il faut rejeter de manière ferme et définitive. Vous rejetez ce rapport? Tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez prendre le rapport, le lire, exploiter certains aspects. Mais la question
la question de réunir à part les anglophones, comme si les anglophones étaient des Camerounais à part, ça encourage la division des Camerounais entre eux. Okay. La question de savoir si le président Biya doit reconnaître qu'il y a un problème anglophone, c'est enfoncer une porte ouverte, parce que le problème anglophone, il est dans nos yeux, nous le vivons tous les jours. Non, ça c'est ça. ICG dit que dans un discours, on n'a pas besoin. Le président doit reconnaître qu'il y a un problème anglophone. C'est enfoncer une porte ouverte, ou alors c'est instrumentaliser la question. Parce que demander que l'on reconnaisse le problème anglophone, il faut pouvoir le qualifier. Qu'est-ce qu'ils appellent problème anglophone? En quels termes il se décline? Quand la discussion a commencé, et dès lors que leur rapport est aussi biaisé, on se dit bien que le problème anglophone dont eux ils parlent, ce n'est pas le problème de nos compatriotes que nous on connaît. Ok. Paulin Kemdjour, je vous ai vu prendre beaucoup de notes là. Vous ne semblez pas être d'accord avec, je sais, Valérie Mandengue et Jean-Baptiste Ketchaté sur cette demande du International Crisis Group qui demande au gouvernement de soutenir la conférence générale anglophone et aussi au président Biya de reconnaître dans un discours qu'il existe un problème anglophone. Vous me taquinez quand vous dites, vous reconnaissez que c'est un peu comme si vous les avez mis ensemble à dessein. Non, je veux dire, voilà. À dessein, je veux dire, c'est un peu comme si vous avez su qu'ils se ressemblaient et que vous les avez mis ensemble. Non, pas de provocation. D'accord, je vous en prie, on a bien commencé. Si vous permettez, au nom du MRC, je veux adresser une fois de plus mes sincères condoléances aux familles éprouvées. 1850 morts, je présume que c'est tant du côté des forces armées que des personnes qui revendiquent. Et bien entendu, les déplacés, c'est très déplorable. Nous exhortons toutes les associations à continuer à les accompagner parce que vous imaginez très bien les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent. En fait, comme je disais tout à l'heure que vous les avez rassemblés, parce qu'en fait, ils ont le même discours. Vous savez, la particularité, quand on disait à l'école que des gens étaient hors sujet, ce n'est pas pour dire qu'ils n'avaient pas un discours cohérent, c'est pour dire qu'ils ne parlaient pas du sujet. Si je peux prendre le propos de M. Mandengue, il y a un mot qui résume tout son propos. Attaque. Attaque. La particularité d'une famille, si je prends une famille, vous savez, dans une famille, on n'attaque pas. On peut avoir des disputes dans une famille. Quand une personne... On parle d'un État. Écoutez, de façon caricaturale, on peut... Le Cameroun est une famille. N'étalez pas votre inculture, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai un devoir de corriger les incongruités. Il est question d'expliquer aux gens. Voyez, quand quelqu'un utilise le mot attaquer, parce que ce n'est que des étrangers qui attaquent, il s'agit de Camerounais entre eux. Et là, vous comprenez du coup que toute la suite de son propos est hors sujet, il parle d'autre chose. Et moi, comme je l'écoutais tout à l'heure, ça me rappelait à l'époque où on disait radio-cassette, radio-cassette. Il parlait comme s'il avait été appuyé. Et heureusement, à un moment donné, il a dit un mot qu'il ne contrôlait plus. Vous avez vu comment il était suffisamment dérangé quand il parlait des affaires de répondez la à la France. question de monsieur Écoutez, j'en viens. De l'explication des tests. Ce que j'essaie de dire, c'est que eux, ils ne réfléchissent pas au sujet, ils ne parlent pas du sujet. Et c'est ça qui est dérangeant. Et on a des difficultés à échanger avec ce type de personnes. Pour revenir au sujet de ce rapport, j'ai envie de dire honnêtement magistral. Un rapport magistral. On est pour ou contre. Je suis un homme de science, voyez-vous. J'ai envie de parler de ce rapport tant du côté de la forme que du fond. Quand vous prenez ce rapport, en termes de citation et de sources, le rapport, il est suffisamment documenté. On peut ne pas l'apprécier. Ça peut ne pas plaire à notre parti, mais il faut reconnaître que c'est un rapport. On n'en a jamais vu un comme ça de l'État du Cameroun. Un rapport qui donne des informations. Les informations, on peut les critiquer, mais il s'agit d'informations qui édifient le public sur la réalité. Ça peut être des projections. C'est en cela que ce rapport, il est magnifique. Et quand j'écoute M. Ketchaté dit que International Crisis Group veut qu'on reconnaisse. Non. Il est totalement en dehors. Ils ne veulent pas qu'on reconnaisse quelque chose. Un rapport, c'est un rapport. C'est
j'ai envie de dire, un instantané d'une réalité. Prenez-le, ne le prenez pas. Mais quand je disais que je suis un homme de science, c'est parce que dans ce rapport, il faudrait qu'on soit de mauvaise foi. Parce que ce rapport adresse des éléments objectifs et objectivables. Il cite des sources qui sont incontestables. La conférence épiscopale nationale des organisations des Nations Unies, des partis politiques de ce pays, des associations de la société civile, à moins ça dit que tous ces Camerounais-là se sont ligués dans un complot contre, je ne sais pas, je dirais une nébuleuse. Contre le Cameroun? Oui, à moins ça dit ça. Mais ça veut dire, on a d'un côté les gens du gouvernement qui ne parlent qu'en leur nom, et de l'autre côté, les autres Camerounais qui donnent des informations pertinentes sur la réalité du Cameroun. Ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la situation sur le terrain est embourbée. Il constate. Mais écoutez, on n'a pas besoin d'être... Les deux parties... On n'a pas besoin d'être un sorcier pour constater qu'elle est embourbée. Ça fait 3 ans que ça dure. Il demande que, écoutez, si vous êtes quand même des gens qui avaient un minimum de bon sens, essayez d'agir. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 2 positions plus ou moins diamétralement opposées. Ils appellent, on peut dire, aux partis qui sont plus ou moins neutres, ou du moins les partis qui veulent que le Cameroun reste toujours uni, d'agir, afin que la situation soit normalisée. Mais qu'est-ce qu'on observe? Une position radicale tranchée du gouvernement qui fait la sourde oreille. On parlait tout à l'heure, monsieur Chrétien parlait des gens qui ont pris... Le rapport dit aussi qu'il y a des positions tranchées de la part des séparatistes aussi. Mais si vous voyez depuis, je ne cite pas l'État, je dis des positions tranchées. Oui. C'est ça dont moi je ne m'arrête qu'au constat. Oui. Ça veut dire des positions tranchées. Et ce qui est pertinent dans ce rapport, c'est que du début à la fin, il ne fait que citer les 2 parties. Oui. Et il demande donc à une 3e partie dans la situation, notamment la communauté des Camerounais qui sont plus ou moins modérés ou qui veulent que la situation se normalise, a fait entendre leur voix. Parce que quand même, on est pris en otage contre des gens, le régime RDPC, parce qu'il faut le dire. M. Paul Ban, dans cette guerre-là, n'agit pas en mon nom. Il n'agit pas au nom des militants du MRC. Vous vous souvenez très bien que une des... Il n'est pas le président de la République. Il n'agit pas en notre nom. Écoutez, à un moment donné, quand l'histoire de la nation, quand le vivre ensemble, quand la survie d'une nation est en jeu, on appelle les forces vives. Une personne ne peut pas sur son piédestal, vous savez très bien que dans ce parti-là, on l'appelle Dieu. Une personne ne peut pas de son piédestal décider de prendre des décisions qui doivent impacter la vie des millions de personnes. C'est de ça dont il est question. J'ai l'impression que M. Paul Biya, il a tellement vécu dans une tour d'ivoire qu'il ne connaît plus la réalité extérieure. Il parle, il a l'écho de ce qu'il dit, et il est persuadé que ce qu'il dit est pertinent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis 3 ans, une personne qui a déclaré la guerre continue comme un aveugle à foncer. Et monsieur, pour chuter, si vous... Parce qu'il évoquait tout à l'heure dans son propos qu'il y a eu des actions. Un belligérant dans un conflit ne peut pas demander à l'autre belligérant de déposer les armes. Ah bon? C'est assez incongru de demander, une des parties à un conflit ne peut pas demander à une des parties à un conflit de déposer les armes. À moins, écoutez, vous avez parlé tout à l'heure, les 2 parties, c'est l'État du Cameroun. Bizarrement même, il n'y a pas 2 parties. Il y a l'État du Cameroun, ou si vous voulez, le régime RDPC et le peuple camerounais. C'est les militants du RDPC qui meurent là-bas. C'est ça qui est particulier, parce qu'en fait, c'est incroyable. On aurait compris que... Vous savez très bien, vous me permettez, je chute, vous savez très bien, tout Camerounais a la liberté de vouloir qu'on discute sur comment le pays sera organisé. Ok, voilà. Voilà, Mandengue, Valérie, dites-nous, il y a également dans ce climat de mise en confiance internationale tout petit également, on va le dire comme ça, à boulet rouge sur les séparatistes et leur demande de renoncer à leur stratégie de ville morte les lundis et aussi le boycott de l'école. C'est pourquoi je vous ai demandé d'entrée de jeu que est-ce qu'on peut encore parler de... Parce qu'on parle du gouvernement, on parle à côté des séparatistes. Monsieur Sargetou,
demander aux séparatistes, c'est la couleuvre politique, c'est-à-dire les séparatistes. Pour moi, je ne sais pas ce qu'on appelle séparatisme. Dans le cas d'espèce, dans ce que nous sommes en train de vivre, je ne sais pas ce qu'on appelle séparatisme. Ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, Monsieur Serge, vous avez vu très tôt, j'ai parlé de la sincérité des acteurs politiques de ce pays. Et le représentant du MRC, en l'espace de 10 minutes de parole, nous a démontré pourquoi aujourd'hui il est légitime pour les Camerounais de penser que nous avons des organisations politiques qui travaillent sincèrement et méticuleusement à la chute de cet État, l'État du Cameroun. Lorsque le représentant du MRC adresse des condoléances, j'ai besoin de demander, j'ai besoin de convoquer l'opinion en demandant si ce sont des condoléances sincères. Parce que jamais on n'a eu un représentant du MRC, c'est-à-dire quand je prends le MRC, je prends son board, je prends Maître Sim, je prends Monsieur Mota et tout ce qui va avec. On n'a jamais vu un représentant du MRC faire une sortie publique et demander à ces jeunes instrumentalisés de baisser les armes, conformément au contrat de paix sociale que les populations doivent avoir. Donc j'ai besoin de me demander ici si lorsque le représentant du MSC nous parle de condoléances, s'il est même sincère, ou bien s'il est en train de narguer les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Tout à l'heure, il nous parle de... On a une crise entre des Camerounais, c'est des Camerounais entre eux. Mais bon Dieu, monsieur Paulin, j'ai besoin de vous demander, est-ce que vous vivez dans ce pays? Parce que si sincèrement vous vivez dans ce pays, moi je sors du sud-ouest, ça ne fait pas 3 jours. Lorsqu'une personne, parce qu'on vous parle en sciences sociales du processus de radicalisme, quand vous décidez de vous radicaliser, monsieur Serge Otou, l'État peut mettre en place toutes les structures pour pouvoir vous contrôler ou pour pouvoir contrôler votre degré de dangerosité, mais vous avez toujours cette capacité. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la symétrie de cette guerre, vous avez toujours une capacité de nuisance qui est hors pair. Lorsque monsieur Paulin nous parle des Camerounais entre eux, des gens font des vidéos, ils font des conférences au Cameroun, à l'extérieur, où ils vous expliquent qu'ils ne sont plus, ils ont abandonné la camerounéité, ils ne sont plus camerounais. C'est-à-dire qu'ils sont dans un combat qui est celui de l'autodétermination d'un État utopique qui se sont créés. Est-ce qu'en ce moment, je convoque l'intelligence des millions d'exploiteurs qui nous suivent, est-ce qu'on peut parler de Camerounais entre eux? Parce que lorsque vous prenez les extrêmes, lorsqu'on est, effectivement aujourd'hui on est dans une guerre des extrêmes, on ne peut plus parler de Camerounais. C'est pour ça que peut-être il a un problème avec la sémantique. Attaque, quand je parle d'attaque, je parle d'un pays, je parle d'une nation, je parle des Banso, des Bakweri, des Bayangé, des Bakosi qui sont en train de souffrir en ce moment, Serge Otou. C'est d'eux que je parle. Je ne prends pas la couleur politique. Quand je parle de ça, je ne suis plus du RDPC, je suis Camerounais. Je continue simplement en disant ceci. Lorsque toujours le représentant du MSC nous parle de belligérant, mais il est en droite ligne avec la position du MSC depuis le début de cette crise sécuritaire. Vous vous souvenez que le président de ce parti, qui a maillé aujourd'hui à partir avec la justice camerounaise, avait fait un courrier officiel où il mettait sur un même pied d'égalité l'État du Cameroun avec des jeunes, avec des mercenaires, parce que la plupart, on interroge même le caractère camerounais, même de ces Camerounais qui sont en train d'attaquer ce pays. Il les a mis sur un même pied d'égalité. Vous vous souvenez de ce où il parlait du feu nourri criminel entre l'armée du Cameroun et les sécessionnistes. Qu'est-ce qu'on appelle sécessionnisme, monsieur Serge Otou? Peut-être cette histoire n'a que trop duré. On ne peut pas aujourd'hui avoir des Camerounais qui font des levées de fonds aux États-Unis. Cette guerre aujourd'hui est financée. Cette guerre aujourd'hui est financée par des personnes qui sont identifiées. Vous vous souvenez lors de le dernier passage de l'ambassadeur Tibor Nagui, il était question, il avait dit lors d'une interview que dès que les autorités, que cet électorat ou bien ce problème, il faut que vous le sachiez, ne peut pas vous donner de bénéfices politiques. Parce que lorsqu'une nation est en danger,
c'est un vivre ensemble qui est en danger. Ok, Jodel Kayo, parmi ces éléments qui devraient constituer cette mise en confiance de International Crisis Group, il demande de libérer tous les activistes détenus ainsi que leurs leaders. Je pense que, comme M. Ketchaten l'a dit tout à l'heure, on est dans un état de droit. On n'a pas à subir les injonctions. Oui. On ne peut pas se lever un matin et dire que de libérer les prisonniers qui sont en procès. On peut être d'accord avec ou pas la forme ou le fond. Mais on est encore dans un état de droit où le drapeau du Cameroun flotte encore. Et on ne peut pas se mettre à des milliers de kilomètres par lettre interposée ou autre rapport, dire ce qui doit se faire. Il y a des choses qui sont intéressantes. Je parlais tout à l'heure des chiffres. C'est la première fois, après un certain nombre de temps, qu'on nous présente ce que c'est. Si des personnes ont des chiffres en contradiction avec ceux-ci, qu'on nous les présente, pour le moment, je respecte ces chiffres-là. Je vois que ça a été fait d'une manière assez professionnelle et dans le sens de la collecte. Et je dis... Voilà, maintenant, je voudrais revenir, excusez-moi, d'être un peu cette voix qui n'est pas peut-être portée par un courant politique et avec un peu plus de neutralité, de dire de ne pas se perdre dans le MSisme, malidénisme, RDPisme et revenir au centre avec la population. De réfléchir, parce que j'ai comme l'impression que dans les formations politiques, quand on a une vision ou quand on veut atteindre certains objectifs, on s'égare ou on s'éloigne des fondamentaux, on s'éloigne même des lois de la République. On est dans une situation critique, tout le monde le sait. Il faut que tous ensemble, en laissant ou en lésant les kyrielles politiques, les positionnements, est-ce que ça va nous rapporter, est-ce que le Nord-Ouest, etc., qu'on remette pourquoi ce problème n'est pas résolu jusqu'à présent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on sait pourquoi. On sait pourquoi ce n'est pas résolu, mais on va, si on se fait des ping-pong, l'autre dit que le MSC a dit ceci, le SIF a fait ceci, on ne va pas résoudre ce problème. Il faudrait que on le résolve étape par étape. On a biaisé la résolution de ce problème. Nous avons assisté tout récemment à une certaine réconciliation. Aujourd'hui, on vient nous dire que les gens ne cessent de mourir. Vous avez témoigné tout à l'heure que un lieutenant est tombé les armes à la main. On nous a fait croire que ce conflit était fini en distribuant des bibles, des chapelets aux gens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on dit que la guerre est finie? Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de sécessionnistes et on brandit les drapeaux ambazoniens, etc. Il faut que nous soyons clairs et que nous ayons un discours franc et qu'on laisse les couleurs politiques. Parlons Cameroun, s'il vous plaît. Ok. Jean-Baptiste Ketchaten, toujours dans l'instauration de ce climat de confiance, International Crisis Group demande au gouvernement de penser à reconstruire, s'engager à reconstruire les localités détruites et aussi, comme j'ai dit, libérer tous ceux qui sont détenus dans le cadre de cette crise. Donc, c'est faisable. Je demande si c'est faisable. Une fois, c'est faisable, parfaitement faisable. Une fois encore, je me demande, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Oui, comment quelqu'un peut s'asseoir dans un bureau et qu'une lettre au gouvernement d'un pays qu'il suppose être un gouvernement... mais c'est une ONG. Ça veut dire quoi, madame ONG? C'est comme tout à l'heure, vous disiez, il faut que nous tenions tout... Il y a un cadre légal. Si vous permettez. Parce que sincèrement, à un moment donné, on a envie d'exploser de colère. Mais nous débattons là-dessus. Vous pensez que si ça n'a pas raison d'être, nous faisons donc quoi là? Avec des chiffres... on est venu pour leur dire de foutre la paix au Cameroun. Écoutez-nous très bien, parce que pour nous, c'est pas drôle du tout. Parce que non, je ne suis pas je ne suis pas dans la dérision. Je vous dis juste que on est sur un fait d'actualité. Il y a eu un rapport qui a été publié. Et nous sommes là pour le commenter d'une manière ou d'une autre. Voici donc notre commentaire, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on ait des positions. On a des positions, madame. Et nos positions, à moins que vous nous prouviez que ce que nous disons est faux, ce sont nos positions et ce sont les positions qui doivent triompher dans ce pays. On n'a pas à écouter les gens du MRC ou bien du RDPC. Nous disons que ceux qui ont pris les armes dans le nord-ouest et le sud-ouest doivent être déposés full stop. Là, je suis d'accord avec vous. Bon, voilà. C'est le minimum que chaque Camerounais de ce nom devrait avoir. Si la guerre ne s'achève pas, c'est justement parce que les gens jouent avec cette exigence-là. Vous entendez les gens prendre la parole et dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une ONG qui demande au gouvernement, engagez-vous à reconstruire? C'est eux qui avaient demandé au gouvernement de construire. C'est leur agent qui a conçu ça avant. Ils ont demandé aux Camerounais un jour de construire des écoles, des ponts, pour venir, ou bien ils nous ont donné de l'argent pour le faire. Mais c'est quelle manière de mépriser les Africains
sommes obligés de commenter là. Sincèrement, est-ce que vous... Sur la libération, Jean-Baptiste. C'est pareil. On a même déjà libéré. C'est pareil. C'est On une a question... déjà libéré, mais il y en a encore à l'intérieur. C'est une question... Parce que j'entends ça de partout, on dit libérer tous les détenus politiques. C'est une question éminemment politique et qui concerne essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, les Camerounais victimes de cette crise. Je peux encore comprendre qu'un voisin centrafricain dise que bon, chez nous on a fait comme ça, essayons de voir si on peut faire comme ça chez vous, parce qu'eux aussi sont victimes de ce genre de mouvement. Mais comment est-ce que quelqu'un peut oser venir nous dire, vous avez mis la main sur Ayoub grâce à vos compatriotes voisins nigérians, il faut le libérer. Qu'est-ce que ça signifie? Que ce qu'il a fait là est bien, c'est acceptable. Et quand lui, il dit, je ne suis pas Camerounais, je vais mener une guerre pour créer un État sur le territoire du Cameroun, et on doit le libérer. Non. Alors, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Jean-Baptiste, on ne conteste pas que la situation de M. Ayouk soit une situation politique qu'il faut la résoudre avec des mesures politiques. Mais si le préalable que ces gens-là posent, c'est de le libérer, cela veut dire que ils reconnaissent la complicité. Non, mais est-ce qu'on va juger M. Ayouk en Amazonie, par exemple? Mais il ne reconnaît pas. Madame, vous avez suivi le pilote judiciaire de M. Ayouk. Sans reconnaître que Camerounais, non. Mais il a dit qu'il n'est pas Camerounais. Les gens, moi, ma mère m'a accouché ici à Douala. Je suis né Camerounais et je compte mourir au Cameroun. Je ne compte pas prendre une autre nationalité. Si quelqu'un est fatigué d'être Camerounais, il a parfaitement le droit de partir. Il a le droit d'aller où il veut. Mais personne n'a le droit de couper même 1 millimètre carré du Cameroun pour créer sa république là-dessus. Okay. C'est là où se trouve le problème. Donc quand on accepte qu'une ONG vienne mettre dans l'agenda du débat politique des questions comme celle-ci, avec les partis qui lui reconnaissent une légitimité, pour ne pas dire la légitimité absolue, comme je veux parler de ces gens du MRC, de ces gens qui veulent organiser je ne sais plus quelle conférence, c'est totalement inacceptable. Oui, permettez donc à Paulin rapidement de bondir. Vous reconnaissez la légitimité internationale Crisis Group? Ben, j'ai envie de dire, ceux qui reconnaissent la légitimité d'International Crisis Group, c'est l'État du Cameroun à travers ses ministres. Il y a un État au Cameroun. À travers ses ministres qui chaque fois sont sur RFI pour commenter cela. C'est eux qui nous ont donné l'impression que c'était tellement important. Parce que les forces vives du Cameroun ont chaque fois parlé à l'État du Cameroun des problèmes du Cameroun. Mais quand j'écoute le dernier, M. Ketchantin, je m'aperçois qu'il n'y a pas de culture démocratique. Ça veut dire, vous savez, la République, c'est quelque chose qu'on apprend. Le mot, la souveraineté du peuple est quelque chose de fondamental. Voyez-vous, je peux dire, en vertu de ma légitimité, je peux dire que je veux créer un État. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas camerounais. Je suis légitime. Créer un État. La République disais-je, c'est un contrat social où on se met ensemble pour faire acte de sécession. S'il vous plaît, écoutez. Vous êtes en train de légitimer la sécession à Mondiovision. Monsieur Paulin, vous légitimez la sécession, vous dites un individu peut se lever et créer un État dans un État. Vous estimez que vous êtes en train de parler à des Camerounais. C'est le message que vous envoyez. C'est le message du MRC. Donc, vous croyez que parce que vous dites comme ça, vous avez raison. Quand vous me coupez la parole, vous avez raison. Laissez-moi finir. Allez-y. Vous n'écoutez pas et vous parlez, vous écoutez. Allez-y. Je disais, c'est mon droit le plus légitime de dire ce que j'ai envie de dire dans un pays organisé. Je peux dire que j'ai envie de créer un État. C'est pas ça le problème. Je suis légitime à le dire. C'est le minimum en démocratie. C'est le minimum dans un État de droit. Il faut d'abord reconnaître que chacun est légitime à dire ce qu'il a envie de dire. Après l'avoir dit, ce n'est pas parce qu'il l'a dit qu'on le prend et on le considère comme quelqu'un qui n'a pas de droit. C'est un problème de bon sens. Monsieur Otou, s'il vous plaît. C'est un problème de bon sens. S'il vous plaît, tout à l'heure. C'est un problème de bon sens. Tout à l'heure, j'ai laissé Madame Caillot interrompre le discours et j'ai abrégé. Il faut éviter dans le débat ce genre d'embrouille. Monsieur Ayoub n'est pas en prison parce qu'il a parlé de créer un État. Il a financé une organisation. Je prononce Ayoub depuis. Je prononce Ayoub depuis. Du MRC. Quand vous écoutez,
Je prononce Ayouk. J'ai prononcé Ayouk. Non, mais je vous dis. Non, laissez-moi finir, c'est parce que vous n'écoutez pas. Je vous écoute très bien. J'ai prononcé Ayouk aussi. Je vous écoute très bien. Mais je vous dis que. J'ai pas fini. On fumait les Camerounais avec des histoires. Quelqu'un a. Je vous parle de l'état de droit. De l'état de droit, l'esprit. Il faut avoir l'esprit. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est le RDPC. Maintenant, c'est l'État. Écoutez, il a même dit que le MNT ne reconnaît pas le président de la République, mais c'est bien. C'est toujours, c'est l'esprit de la sécession. On peut avoir un président et vous dites quand vous allez avoir la culture démocratique, vous allez commencer à élever le niveau. Pour l'instant, vous êtes plus bas que terre. Merci pour l'interview. Bonsoir. Nadine Yambou, nous sommes bien évidemment vendredi. Elle est là, la ravissante Nadine Yambou. Effectivement, c'est Jalin Autour. Bonsoir à vous et également aux invités d'Equinox Soir. Voilà, dans un instant, le 20h, comme tous les vendredis, le menu. Nadine. Alors, c'est un constat alarmant que dressent les professionnels des médias à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai 2019. Ils dénoncent des menaces d'intimidation, arrestation arbitraire des journalistes, le difficile accès à l'information, entre autres. Donc, des réactions que vous écouterez tout à l'heure au journal de 20h sur Equinox Télévision. Nous évoquerons également Sèche Alain Otto, le rapport d'International Crisis Group, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'ONG demande par exemple au gouvernement de reconnaître qu'il existe un problème anglophone. L'ONG poursuit également en demandant aux séparatistes de mettre fin aux villes mortes et d'avancer vers un dialogue. Et toujours concernant cette crise anglophone, nous reviendrons sur la visite au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Cameroun. Michel Bachelet a été reçu ce jour en audience au Palais de l'Unité par le chef de l'État Paul Biya. Voilà, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou. Dans un instant, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Ketchating, Valérie Mandengue, Paulin Kemjo et Jodel Kayo. Jodel Kayo, je commence avec vous. Nous sommes le 3 mai. La presse camerounaise est-elle libre? La presse camerounaise est malade. C'est mieux de commencer par là, par son état de santé. Quand on va déjà à la liberté, est-ce qu'elle est-ce qu'elle existe véritablement? On est encore dans les problèmes d'existentiaux. Est-ce qu'on peut parler de presse camerounaise quand on dit qu'on n'est pas libre d'exercer, quand on est victime de censure, parfois d'autocensure, comme j'ai suivi le reportage du confrère RTS qui parle des conditions de couverture lors des campagnes électorales, récemment avec la présidentielle où il était interdit de tendances. Voilà, de donner les tendances. Et pourtant, on dit chose vue, chose entendue. Si on a vu que c'est 44% ou c'est 30 voix ou 40, pourquoi ne pas le dire? Le même code électoral l'interdit. Donc vous voyez qu'il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce qu'on est véritablement journaliste? Est-ce qu'on respecte la profession? Est-ce qu'on comprend même ce que c'est que le journaliste et son rôle dans la société, dans cet environnement où, quand on dit des choses qui ne sont pas entre guillemets correctes, on est interpellé. Quand on a peur parfois de s'exprimer dans les rédactions en s'auto-censurant, parce que l'autocensure aussi n'est pas déjà bon pour la profession. Nous déjà, on devrait le savoir, nous qui le pratiquons. Donc c'est un diagnostic pour ma part très sombre. Maintenant, liberté d'expression, nous tous nous parlons. Il y a les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut dire, mais maintenant dans le cadre de la profession, de ce qui est exercé, ce qui est pratiqué, est-ce que cela existe véritablement? Donc je pense que non. Je suis désolée, je le dis, je pense que non. On est comme formaté par une certaine ligne éditoriale qui voudrait que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde dise la même chose, qu'on soit des sujets ou des robots. C'est-à-dire chacun est comme dans un moule où on doit dire pas forcément ce qui est mauvais, pas forcément ce qui va... il ne va pas plaire au régime. Excusez-moi de le dire, je vois mon confrère qui n'est pas très d'accord. Oui, il va parler tout à l'heure. Oui, qui n'est pas très d'accord parce que c'est difficile. Quand il y a un événement, par exemple, je parle de quelque chose de très concret. Quand on est
dans les kiosques le matin, on a comme l'impression que tout le monde se sent obligé de traiter les sujets de la même manière. On n'a pas un contrepoids. C'est-à-dire, si c'est sombre, tout le monde dira que c'est sombre. On ne sait pas qui est de gauche ou qui est de droite. Je ne parle pas des courants politiques parce qu'il y a les politiciens ici. Quand je dis gauche, je veux dire qui est opposé à l'autre. Donc ça veut dire que déjà dans la pratique du métier, dans la manière d'appréhender les choses là, et même pas l'accueil que les nouveaux, ou bien la porte par laquelle les nouveaux entrent, ils sont déjà formatés, ils sont déjà matraqués à l'autocensure, à un certain traitement, à un, je sais pas, comme une sorte de code. On n'est pas véritablement libre, excusez-moi. On n'est pas libre de traiter certains sujets. On n'est pas libre de pratiquer véritablement. On n'est pas libre de faire. Et ça commence par nous-mêmes, les journalistes, excusez-moi, qui pensons que c'est comme ça, c'est établi. Il y a les sujets qu'on ne devrait pas traiter. Il y a les angles qu'on ne devrait pas aborder. Il y a des révélations qu'on ne devrait pas faire, même quand nous les avons. Vous vous rappelez du cas de Mimi Moufo, qui on voudrait faire croire aux journalistes qu'ils ne devraient pas, dans le cadre précis des réseaux sociaux, diffuser une certaine information. Je ne suis pas, et je viens, M. Manengue, qui est encore contre moi en secouant la tête, qu'il s'agit également de liberté d'expression. Donc on est dans un environnement où la presse est prise dans un étau, dans le piège, entre le journaliste lui-même qui se croit piégé, qui se croit embrigadé, qui se croit enfermé, qui s'autocensure, entre les pouvoirs qui ne laissent pas le journalisme se mouvoir. Je pense que nous sommes dans une situation assez critique. Jean-Baptiste Ketchatin, il y a le problème, l'accès aux sources qui se pose. Très souvent, c'est une espèce de deux poids, deux mesures. Les journalistes qui travaillent dans les organes capitaux publics et les autres, je veux dire les autres. C'est pas pourquoi ce deux poids, deux mesures? Ça revient tous les ans, Jean-Baptiste. Non, je crois que c'est une alésienne qu'il va falloir abandonner. Comment ça? C'est une réalité, Jean-Baptiste. Je travaille depuis bientôt 20 ans dans la presse. Oui. J'ai déjà une petite expérience et je crois que les gens exagèrent. Ils décrivent une réalité plus fantasmée que le quotidien. Il y a des problèmes d'accès aux sources, mais il y en a quand le président met dans ses gens qui voyagent avec lui seulement la CRTV Cameroun Tribune. Comment vous expliquez ça? Vous connaissez quelqu'un qui met dans son avion les gens avec qui ne contrôle pas, c'est une affaire de contrôle. Alors. Donc c'est une affaire de contrôle. Il y a des médias d'État dans tous les États. Un jour, Paul Biya a accordé une interview à Cameroun Tribune. Ils sont comme ça. Ils parlent comme des pies, comme radio cassette, et puis ils ne se contrôlent pas. Et après, ils lâchent le mot. Écoutez, allez-y. Monsieur Kemdio, une pie, c'est pas. Je ne trouve pas que ce soit un mot poli ni gentil. Je peux vous traiter de toutes sortes de noms. Je ne vous ai pas traité. Ils parlent comme. Je n'ai pas dit que vous êtes. Que je parle comme une pie. Je n'ai pas dit que vous êtes. Je n'ai pas. Vous avez dit, ils parlent comme des pies. Je n'ai pas dit que vous êtes. Une pie, c'est un oiseau. Et quand on dit que quelqu'un parle comme une pie, c'est pas poli. Bon, passons dessus, c'est pas grave. Je sais que vous êtes comme ça au MRC, mais si on déclenche, je ne suis pas sûr que vous allez tenir. Revenons au sujet. Oui, les choses. Deux poids, deux mesures, dites-nous, Jean-Baptiste. Oui. Ça revient, hein. Il faut que les gens soient sérieux. J'ai une expérience à la fois du public et du privé. Oui. Vous ne pouvez pas, lorsque vous travaillez dans un organe de presse, sortir du cadre que le propriétaire de l'organe a tracé. Alors, je ne comprends pas de quoi les journalistes camerounais se plaignent à la fin. Même dans le cadre du public, il y a un cadre, il y a une ligne. Je sais que tel type d'article, mon employeur n'en veut pas. Je le savais quand je travaillais. Dans le privé, c'est vrai, j'avais une plus large marge de manœuvre, mais ça ne veut pas dire que je pouvais écrire tout ce que je voulais. Et surtout ce que j'estimais intéressant pour le public. Donc, ne faites pas croire aux Camerounais qu'il y a une censure extraordinaire qui vous empêche de travailler ou bien qui nous empêche de travailler. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous dites que on parlait de l'avion, l'accès aux sources. Où est-ce qu'il n'y a pas de problème d'accès aux sources? Oui, vous voulez revenir sur les voyages présidentiels. Allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous avez à d'autre dire? Mais il met dans son avion qu'il veut. Si vous voulez monter dans l'avion,
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, j'ai pas envie de monter dans l'avion avec... Vous savez sur la question. Non, mais le journalisme, voilà, Jean-Baptiste va terminer. Que je termine. Madame a dit tout à l'heure qu'il y a une espèce de comment elle appelle, de cercle invisible. Mais madame, poussez votre analyse jusqu'au bout. Pourquoi toutes les rédactions ont à peu près les mêmes pratiques? C'est parce qu'elles ont le même patron au fond. La presse camerounaise souffre d'abord de ce que, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue de ligne éditoriale, qui est en réalité une ligne politique, ils sont tous plus ou moins de la même famille. C'est pour ça que la presse est très pauvre. C'est pour ça qu'elle n'est pas créatrice, elle ne se saisit pas des problèmes de la société pour les traiter de manière à être intéressante. Elle parle de choses, prenons la crise anglophone. Ça fait 3 ans qu'il y a des violences, 2 ans, c'est septembre 2017, 2 ans et quelques mois, qu'il y a des violences. Vous avez lu un seul dossier intéressant dans toute cette soi-disant presse? Vous avez vu l'accès aux sources. On n'a pas besoin d'accès aux sources pour faire un bon dossier. On voit chaque jour des reportages à gauche et à droite sur les plateaux de télé. Tout le monde parle, même celui qui ne sait rien de cette affaire. On a déjà tendu le micro à tout le monde. Mais est-ce que vous avez vu, depuis que les revendications ont commencé, un bon dossier pour dire voici d'où est partie la question anglophone, voici les protagonistes, voilà comment elle a évolué, nous nous trouvons à ce niveau-ci, et voilà les pistes de solution de chacun. Mais quand vous n'offrez pas ça, quand je dis vous, c'est pas vous, du moins quand la presse n'offre pas cela à un lectorat qui est assoiffé d'informations de qualité, pourquoi vous voulez que le sort du journaliste en tant que cadre ou bien en tant que travailleur s'améliore? Non, c'est le public qui nous paye, et si nous ne nous servons pas quelque chose d'acceptable, prenons le cas de la presse écrite, c'est la presse de l'élite. Quand les journaux écrivent avec des, je sais pas moi, des informations à peine croyables, vous pensez sérieusement quelqu'un qui sait lire et écrire va sortir 400 francs pour acheter ce qu'on voit dans les journaux? Ok, Valérie Mandeguer, sur la question. Oui, je voulais simplement indiquer ici, j'ai suivi le professionnel de la chose, Madame Jodel. Je voulais simplement dire, elle a indiqué 2 choses. Elle a parlé de la liberté d'expression. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un euphémisme de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. La loi de 2001, d'avril 2001, qui a consacré en elle-même la démocratisation de la vie publique, c'est-à-dire de la parole publique. Si aujourd'hui nous sommes à Equinox Télé, c'est parce qu'il y a eu un effort consenti par le plus haut sommet de cet État, c'est-à-dire son Excellence M. Biya. Donc aujourd'hui, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, c'est des réformes qui sont mises en place. Simplement, je voudrais dire, avant de déclarer des choses, il faudrait déjà qu'on fasse un diagnostic de cette presse en elle-même, parce que la presse en elle-même aujourd'hui, elle est prisonnière d'un certain nombre de mots qu'elle s'est elle-même créés. Vous avez une presse aujourd'hui qui est une presse à gage, je ne vais pas paraphraser un copanéliste, mais vous avez des titres aujourd'hui, lorsque vous regardez, vous sentez directement que c'est des règlements de compte interposés. Vous avez une presse aujourd'hui qui n'arrive pas, je parle maintenant au niveau du patronat, à mettre en exergue ou bien à mettre en application la convention collective des journalistes. Vous avez aujourd'hui des journalistes qui sont paupérisés. Quand vous avez un journaliste qui gagne 50, 60 000 ou bien qui accumule des aérés de salaire, soyez tranquille. Le premier homme politique ou homme public qui va se tenir devant lui, qui va lui donner 200, 300 000, il va écrire et ça va aller dans tous les sens. Donc, il y a aujourd'hui des réformes structurelles internes à faire au niveau de la presse. Et je pense aussi que aujourd'hui, à un moment, je l'avais ressenti comme ça, le ministre Chiroma, il avait essayé de mettre en place un certain nombre de réformes sur la déontologie et l'éthique. Malheureusement, ça n'a pas pris jusqu'à la fin, mais il est temps aujourd'hui, pas seulement au niveau du SNJC, mais il est temps aujourd'hui que la corporation de la presse, la corporation journaliste, la corporation journalistique, excusez-moi, se prenne elle-même en charge et mette en place des voies de réforme pour une certaine autonomie. Parce que, comme le rappelait M. Ketchatin, vous avez un employeur, mais aujourd'hui aussi, nous avons des journalistes qui se sont plus rapprochés du politique que de leur, que de leur formation de base. Vous avez des journalistes
de sport, vous avez des journalistes de culture, il y a un certain nombre de références dans lesquels vous êtes, mais vous avez aujourd'hui des journalistes qui veulent tout faire et qui à la fin se perdent et envoient et perdent aussi la profession. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ce point. Paulin Kandjo. Ce que je dois dire, c'est que quand on écoute nos frères, les journalistes notamment, ils ont fait, j'ai envie de dire, le diagnostic de la situation de la presse. On ne peut pas mieux que dire de quoi la presse souffre aujourd'hui. La question ou la bonne question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi la presse n'est pas libre? Vous savez, un État, la République dans laquelle on se trouve, se construit dans la constitution du pays. La constitution organise les pouvoirs, la manière de la dévolution du pouvoir. La vocation de la presse n'est pas de fonctionner pour elle-même, elle est de permettre à la société de pouvoir agir sur l'action publique en donnant l'information. Justement, on s'aperçoit que la presse au Cameroun n'est pas libre ou n'arrive pas à jouer son rôle parce qu'elle ne permet pas à la population, ou du moins la population n'arrive pas à agir sur l'action publique pour la changer. Parce que la vocation de la presse, et on le voit dans les pays étrangers, comment un enfant peut disparaître le matin et le Premier ministre est sur les médias en train de diligenter l'action des sauveteurs. Parce qu'il sait effectivement que le peuple qui le vote risquera de le sanctionner. Et donc c'est là où vous comprenez pourquoi au Cameroun, la presse n'est pas libre et pourquoi c'est un système qui a été construit et entretenu par le système en place. On a précarisé la presse. Chaque jour, vous savez très bien comment on demande, on supplie le président, il faudrait des subventions. Comme si les Camerounais qui appartiennent à cette corporation-là n'ont pas le droit que de façon légale, l'argent des impôts, une partie leur soit donnée pour organiser la fonction. Parce que la presse, le rôle de la presse dans un pays, c'est de permettre quand même qu'on élève le niveau de pensée, le niveau de contribution des uns et des autres, afin que le Cameroun ou le pays puisse tendre de plus en plus dans l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres. Aujourd'hui, la presse, on le dit, la presse, celle qui essaie plus ou moins de fonctionner, il y a d'un côté cette presse à gage, il y a de l'autre côté des presses comme celle-ci qui réussissent avec une émission comme celle-ci, une émission magnifique comme celle-ci, à pouvoir capter un auditoire. La presse aujourd'hui est devenue, du moins la presse réussit, surtout cette émission-ci, à transformer l'information en produit, service ou produit qu'elle vend. C'est pourquoi on vous le dit, je pense, on me le dit aussi en route, que c'est une très belle émission. Chaque personne, les télénoveles ont été arrêtées parce que les gens s'intéressent à cette émission-ci. Parce qu'il y a comme une reconnexion entre le rôle du journaliste et l'envie du peuple d'avoir la bonne information. C'est de ça dont il est question. Et s'il y avait des opportunités d'avoir plus de publicité, c'est que peu ou prou, ou bien petit à petit, Equinox pourra, avec les marges publicitaires qu'elle peut s'offrir, réussir à donner un certain cadre de vie à leurs employés pour qu'ils essaient de faire leur bon travail. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'État du pays, l'État du Cameroun, non, l'État du Cameroun veut que les journalistes soient dans cet esprit clochard. Parce qu'il est très facile de manipuler la population à travers l'information que l'on passe par les médias. Et on le sait très bien, aujourd'hui, il y a eu une presque totale désaffection du public quant à l'information qui vient des médias, parce que en effet, il n'y a plus ce contrat de confiance qu'il y a entre le public et l'information qu'il vient. Et c'est ça le problème. Il est important que les journalistes aujourd'hui et les médias comme ceux-ci essayent de toujours faire ce travail, même s'il est difficile, mais de pouvoir apporter une information de qualité au public. Merci, on vous a suivi, Paulin Kandjo. On va terminer avec ce qui nous a réunis ici, hein, le rapport d'International Crisis Group, avec ils disent qu'il faut envisager des sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne, des sanctions ciblées
pour ceux qui n'acceptent pas de modérer leur position et de sanctionner véritablement ceux qui se maintiennent dans la ligne la plus intransigeante. Il faut récompenser les partis qui acceptent de modérer leur position et de sanctionner celles qui se maintiennent dans une ligne intransigeante. On demande à l'Union européenne et aux États-Unis de sanctionner cela. Pour des sanctions ciblées pour le gouvernement, on parle des pontes du régime, des hauts gradés qui continuent de faire obstacle au dialogue. Réaction. Je commence par Jodel. Vraiment, les séparatistes aussi. Oui. Le gouvernement, pour les séparatistes, ils promettent des poursuites judiciaires pour tous ces séparatistes-là qui prônent ou organisent la violence. Oui, il y a un peu de littérature là-dedans. Oui. Oui, donc, peut-être le rire ou mon sourire le dit peut-être suffire. Il y a un peu de littérature, il y a beaucoup de choses là-dedans qui auraient pu ne pas être là aussi. Donc, mais ils sont libres, c'est aussi ça la liberté. Maintenant, les injonctions, les recommandations et autres, bon, ça les engage, mais je pense que le plus important, c'est déjà de s'approprier, nous, en tant que citoyens, en tant qu'État, en tant que parti politique, la chose. Et peut-être si la fameuse conférence nationale n'a pas eu lieu, qu'on voit chacun à son niveau comment résoudre le problème. Des débats pareils, en ayant des discours Conférence nationale ou bien conférence générale? Tout ce qui va avec. C'est-à-dire, nous, si nous voulons, nous, en tant que Camerounais, allons résoudre ce problème. Des plus hautes instances aux citoyens lambda. Comment? On ne fait que dire on va résoudre comment? Le dialogue inclusif ne semble pas passer. Il y a des gens qui sont réfractaires à ce mot-là. Vous dites qu'on va résoudre ça. Il faut un peu se bouger. Il faut se bouger. C'est-à-dire que le chef de l'État doit prendre le problème de manière consciente. C'est-à-dire qu'il doit faire de cela une priorité. Non, mais on n'a pas eu besoin de lui depuis longtemps déjà. De manière prioritaire en s'immisçant ou bien en s'ingérant personnellement. Peut-être les gens ne veulent que cela, que lui, en tant que chef, les gens, dans certains partis politiques, on l'appelle papa. Lui, le père de la nation, le papa, qu'il aille écouter ses enfants. Il y a les dames là, c'est pas loin, il n'est pas obligé d'aller à Kumba. Il y a des gens ici à côté, même à Douala, il y a les déplacés. Il peut faire quelque chose. Les lettres, les rencontres. Tout à l'heure, on a encore vu qu'il y a une dame qui est arrivée, toujours dans le cadre du même problème. On voit que les choses se font. Mais ce n'est pas la solution. Il faut peut-être être proche de la population, écouter, et être ce chef de l'État qui écoute véritablement, qui est auprès de la population. Ok. Jean-Baptiste Ketchaté, je sais que j'imagine un peu la réponse. Des sanctions, à part l'Union européenne et des États-Unis. Sanctions ciblées pour certains membres du gouvernement et des poursuites judiciaires pour les séparatistes qui refusent comme ça de passer à autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils demandent des poursuites judiciaires contre les séparatistes? Puisqu'ils sont à mettre sur le même plan que l'État. Il faut être un peu logique. Ils ont des gens... On parle d'interdiction de voyage, des avoirs du côté du gouvernement. C'est des histoires. Ils ont des gens qui font le relais ici. C'est des histoires, vous pensez? Oui. C'est pour impressionner. Si quelqu'un vit au Cameroun sans aller en Occident, il va crever. Mais le président, lui, il n'a pas voyagé depuis, il est là. Et il vous a dit qu'il avait un problème, madame. Justement, c'est ça que je dis, qu'on peut vivre ici sans voyager. Voilà. Mais le président voyage dans le cadre des missions officielles. Il ne voyage pas pour aller faire du tourisme. Il faut dire que ce n'est pas une censure véritable. J'ai parlé de littérature tout à l'heure. On parle des points du pouvoir et des hauts gradés. Oui. Revenons au fondement du problème. Ces messieurs disent que s'il y a des sécessionnistes qui ne veulent pas là, c'est accepter la discussion, qu'ils soient poursuivis devant les tribunaux. Leurs relais locaux disent qu'il faut une amnistie générale, il faut que tout le monde sorte de prison, etc. Or, ces sécessionnistes-là disent que nous ne sommes pas des Camerounais. Nous ne reconnaissons rien. Vous voyez l'embrouille dans laquelle ils ont embarqué les gens. Un discours extrêmement confus. Ils disent, si vous ne voulez pas discuter, on va vous juger. Vous voulez discuter de quoi? J'ai lu la synthèse du rapport. J'ai attendu qu'ils disent, bon, voici l'agenda de la discussion. Quelqu'un dit, moi je m'en vais. Un autre dit, si vous voulez partir, partez, mais l'État du Cameroun reste uni. On dit, bon, asseyez-vous, vous discutez. Ils vont discuter de quoi? Alors,
agiter la possibilité de sanctionner quelques personnalités camerounaises, c'est une manière de vouloir faire peur et instrumentaliser les foules, leur faire croire qu'on va sanctionner vos chefs et puis la situation va changer. Okay. La solution, une fois de plus, à la crise anglophone ne peut venir que du tréfonds du Cameroun. Avant le débat, j'aurais dû vous introduire la phrase célèbre de Mouniambe, une réflexion qui est assez longue, mais on peut la résumer, Oui. où il disait: les peuples colonisés ou coloniaux ne font pas la politique d'autrui. Ils ne lisent pas les journaux, ils n'adhèrent pas à une idéologie étrangère, etc. Parce qu'on lui reprochait d'être communiste, etc. Nous sommes un peuple colonisé. Nous ne pouvons pas écouter une autre logique, un autre discours que celui qui vient de nous-mêmes. C'est du Cameroun que doit venir la solution et de personne d'autre. Okay. Si quelqu'un veut intervenir pour donner des conseils, qu'il donne ça à ceux avec qui ils sont. Mais quelqu'un ne peut pas dire aux Camerounais, voilà ce que vous devez faire. Non. C'est inadmissible. Une fois de plus, le rapport de International Crisis Group montre à quel point les ramifications entre les politiciens camerounais qui jouent avec le destin du pays et les puissances occidentales, toutes sortes de puissances, qui ont envie d'accentuer le contrôle sur le Cameroun, sont patents. Maintenant, si on discutait hier de ce qui a lieu de faire, ce rapport aussi vient montrer à quel point le pays est sous influence étrangère. Ok, merci. C'est la dernière proposition. Il est important de dire, parce que ce que M. Ketia a fini. Juste une seconde. Vous permettez. Notre proposition pour finir est simple. Oui, rapidement. La seule et unique solution à cette crise, c'est que les sécessionnistes déposent les armes. Mais la solution au problème anglophone, c'est que le pays retourne sur les voies démocratiques où il s'était engagé dans les années 50 avec les luttes des patriotes pour l'unité et pour l'indépendance, et que les régimes d'Aïdjo et de Biya ont dévoyé, y compris avec la complicité de Foncha, de Mokete et de tous ceux qui sont les soi-disant représentants des anglophones et qui jouent aujourd'hui avec la crise. Okay, ne vous trompez pas dessus. Peut-être je peux rejoindre plus ou moins ce que M. Ketia a dit. Mais non, il a dit quelque chose qui était intéressant. Celui qui, depuis 37 ans, vend le pays aux puissances étrangères, pour l'instant, c'est le président Paul Biya et son parti, parce qu'aucune autre personne n'est aux affaires depuis longtemps. Mais il faut dire quand même que c'est assez dommage de voir que la situation s'enlise. Il est important. À une époque, on présentait le président Paul Biya comme quelqu'un qui était un homme politique exceptionnel. Non, monsieur Kanto le présentait comme ça. S'il vous plaît. Monsieur Kanto le présentait comme ça, comme un homme exceptionnel. S'il vous plaît, on s'est aperçu depuis 8 mois en fait qu'il ne connaît rien de la politique, parce que la politique de façon basique, c'est la gestion de la cité. Et on s'aperçoit que depuis 3 ans, il n'arrive pas à gérer un problème aussi banal. Et je ne sais pas ce qu'il va laisser à la postérité, parce que il est un piètre en politique. À une époque, on a vanté ses silences. On se demandait qu'une personne avec son âge pouvait avoir de la sagesse. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a même pas de sagesse dans son comportement et c'est déplorable. Non, je ne vais pas répondre. Je vais répondre à votre problématique. Vous savez, monsieur Serge Otou, le 7 octobre dernier, des millions de Camerounais ont reconduit leur confiance au chef de l'État, monsieur Biya, pour conduire à bien un certain nombre de questions prioritaires, parmi lesquelles l'éducation, la santé, le logement, le pouvoir d'achat et la sécurité, entre autres. Il est important de le dire, parce que ici, Equinox c'est une tribune, et ces mercenaires-là, ils nous regardent sur ce plateau. La souveraineté, l'intégrité territoriale de l'État du Cameroun est non négociable. Et vous l'avez très bien vu lors des échanges au contentieux électoral. Le contentieux du MSC ne tournait qu'autour de l'annulation à cause du conflit nord-ouest-sud-ouest. Vous comprenez que cette milice, cette rébellion en réalité qu'on a voulu mettre en place, non, là, surtout le SDF. Parce que dire aujourd'hui que on va mettre l'État, on va censurer l'État, les séparatistes, on est en train de chercher, la communauté soi-disant internationale est en train de chercher à légitimer cette rébellion qui ne prendra jamais forme dans notre pays. Merci beaucoup. Merci Jodel Kayo, merci Paulin Kemjo.
Merci Jean-Baptiste Ketchatin. Je vous en prie. Merci Valérie Mandégué. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous lundi dès 19h. Les diffusions 23h GMT, il sera minuit à Garoua.